Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Afghanistan. Je vais faire deux vidéos. Et là, cette vidéo va aller à peu près de 1954 à 1979. Autrement, ça serait un peu trop long. Alors déjà, une carte de l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan est un pays à peu près de 640 000 km², juste un peu plus grand que la France. C'est un pays qui est en Asie du Sud. C'est un pays qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer. Et ces frontières, ces pays qui l'entourent ont un peu changé, puisque je rappelle que jusqu'en 1991, la frontière nord de l'Afghanistan était soviétique, était occupée par l'URSS, et que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, les républiques soviétiques ont pris leur indépendance. Donc sur la frontière nord, maintenant, vous avez le Turkménistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. À l'époque, il y avait l'URSS, donc à la place de ces trois pays. Et nous avons aussi à l'ouest l'Iran, au sud et à l'est le Pakistan, et il y a une toute petite frontière avec la Chine, mais alors toute petite. Alors l'Afghanistan, comme je l'ai dit, est un pays très montagneux et où il y a peu d'infrastructures. C'est un pays enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Donc c'est un pays qui est assez difficilement contrôlable par une armée moderne, tout simplement parce qu'il y a très peu d'infrastructures. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la population de l'Afghanistan, c'est que c'est une mosaïque d'ethnies. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez vraiment approfondir le sujet sur l'Afghanistan, le très bon livre de Bernard Dupeigne et de Gilles Rossignol sur le carrefour afghan, que j'ai trouvé très intéressant et que vous pouvez acheter sur des sites d'occasion pour 1,50 €, quoi. Alors, ce pays est une mosaïque d'ethnies. L'ethnie majoritaire, ce sont les Pashtuns ou les Patanes, qui constituent 42% de la population. Il y a aussi les Tadjiks, qui sont 27%. Les Ouzbeks, 9%, qui sont des turcophones. Les Hazaras, qui sont des chiites, alors que le pays est majoritairement sunnite, à peu près à 85%. Puis aussi, il y a des Zémaks, des Turkmènes, des Balouches, des Nouristani, des Kirghizes. Donc c'est une véritable mosaïque. Et c'est important de le savoir parce que lorsqu'il y aura le djihad contre les soviétiques, les 7 mouvements de résistance afghans, qui seront reconnus par le Pakistan, recouvriront souvent des divisions ethniques. Alors l'histoire récente, enfin l'histoire de l'Afghanistan durant la guerre froide. Alors déjà, pour mieux comprendre le positionnement de l'Afghanistan pendant la guerre froide, il faut savoir que l'Afghanistan et le Pakistan ont un contentieux historique. En effet, les Afghans n'ont jamais reconnu la frontière qui avait été tracée par un fonctionnaire anglais, Sir Mortimer Durand, en 1893, séparant l'Afghanistan de l'ancien empire des Indes, qui était contrôlé par les Anglais, qui est aujourd'hui le Pakistan depuis la partition de 1947. Donc cette frontière n'a jamais été reconnue par les Afghans, même maintenant. Et donc on peut dire que les Afghans et le Pakistan étaient des frères ennemis. Or, le Pakistan, à partir de 1947, va être l'allié indéfectible des États-Unis dans la région. Et donc, quand en 1954, les Américains vont créer l'OTAS, l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, qui est un pacte militaire en fait pendant de l'OTAN mais en Asie du Sud-Est, le Pakistan naturellement va rentrer dans l'OTAS et évidemment l'Afghanistan ne va pas y rentrer parce que le Pakistan y était. Et donc l'Afghanistan va se retourner vers le grand voisin du Nord, l'URSS, pour signer un accord économique et militaire avec les soviétiques en 1955. D'ailleurs, on surnommera souvent l'Afghanistan comme étant la 26e République soviétique, tellement les liens entre les deux pays étaient forts à partir de 1955. Et l'Afghanistan, donc, à partir de ce moment-là, va passer dans l'orbite soviétique. Et ça sera acté par les Américains, en fait, qui ne vont pas contester du tout cette prééminence de l'URSS en Afghanistan. Alors,
le pays à l'époque était gouverné par un roi, Zahir Shah, et ce roi va être déposé en 1973, alors qu'il faisait un voyage en Italie. Il va être déposé par son beau-frère, Mohamed Daoud Khan, et ancien Premier ministre, surnommé le Prince Rouge, qui va donc, par un coup d'État, aidé par le Parti communiste afghan, le PDPA, va prendre le pouvoir. Alors la politique progressiste, entre guillemets, de Daoud Khan va très rapidement heurter le pays profond, qui est un pays quand même très religieux, très traditionnel, pour ne pas dire archaïque, et une rébellion islamiste va éclater en 1975, avec des chefs d'ailleurs comme Rabbani, Hekmatyar, Massoud, que l'on retrouvera par la suite dans le djihad contre les soviétiques après 1979. Alors Daoud Khan va commettre l'erreur fatale en fait aussi de renouer avec le Shah d'Iran, qui était l'allié des Américains, et le Pakistan d'Ali Bhutto, pays qui était aussi l'allié des Américains. Et donc évidemment ça ne va pas plaire aux soviétiques, qui ont peur que l'Afghanistan en fait change de camp. Et donc en avril 1978, les soviétiques vont téléguider, si je puis dire, un coup d'État mené par le PDPA, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan, qui est un parti marxiste et pro-soviétique. Et ce PDPA, allié avec les militaires, va déposer en fait Mohamed Daoud Khan en avril 1978. Daoud Khan va être assassiné avec toute sa famille. Et c'est le Parti communiste afghan qui va prendre le pouvoir sous la férule de Nour Mohamed Taraki, qui est le poulain des soviétiques. Alors, la République démocratique d'Afghanistan, je veux dire, est créée. Elle est donc dirigée désormais par les communistes afghans, qui sont d'ailleurs divisés entre eux. Le Parti communiste va initier une politique progressiste sur la modification du statut de la femme, par exemple, la réforme agraire, l'alphabétisation du pays. Et comme Daoud en 1973, ces réformes progressistes vont heurter le pays profond, toujours pareil, qui est très traditionnaliste, très religieux, et une rébellion islamiste va éclater, assez rapidement d'ailleurs, mais va être beaucoup plus puissante que celle qui avait éclaté en 1975, puisque là, il va y avoir des garnisons, comme dans la ville d'Hérat, qui vont passer du côté des rebelles. Et cette ville d'Hérat, qui est une ville qui est proche de l'Iran, va être bombardée dès l'été 1979 par l'aviation soviétique. Je rappelle évidemment que l'Afghanistan et l'Union soviétique avaient signé un accord d'assistance militaire et économique, et qu'à la limite, le gouvernement d'Afghanistan, dans ce cadre de cette alliance, pouvait faire appel aux soviétiques. Mais en septembre 1979, alors que Mohamed Taraki, le poulain des soviétiques, revenait en fait de Moscou, il va être écarté par un nouveau coup d'État qui est effectué par le numéro 2 du régime, Hafizullah Amin, qui va prendre le pouvoir en septembre 1979, assassiner Taraki et sa famille. Et évidemment, ce coup d'État n'a pas été téléguidé par les soviétiques, qui sont très mécontents, évidemment, par ce changement à la tête de la République d'Afghanistan. Et c'est une des raisons pour laquelle les soviétiques vont intervenir en Afghanistan en décembre 1979. Alors, c'est pas uniquement par ce coup d'État qui a écarté leur poulain, mais je pense que ce coup d'État a été un peu l'étincelle qui a déclenché l'intervention soviétique. Évidemment, la raison principale de l'intervention des soviétiques, c'était d'éviter que cette rébellion islamique en Afghanistan fasse tache d'huile et se propage aux républiques soviétiques musulmanes, comme le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. L'intervention soviétique, elle était pour soutenir
le régime pro-soviétique à Kaboul pour éviter que la rébellion islamiste s'étende dans les républiques soviétiques, qui étaient frontalières, et évidemment pour écarter Hafizullah Amin, qui n'était pas le protégé des soviétiques. Voilà, prochaine vidéo sur la guerre en Afghanistan. Bonne journée.